Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions aux experts, aujourd'hui dédié aux émotions des enfants. Tristesse, colère, jalousie, comment mieux appréhender le développement émotionnel des moins de 7 ans, comment communiquer avec eux et surtout les aider à accepter ce qu'ils ressentent. Pour répondre à nos questions, le docteur Johanna Stern, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, docteur en psychologie et thérapeute, vous êtes donc très bien placé pour répondre à nos questions et nous en avons. La première, celle qui revient souvent, c'est quels sont les principaux facteurs de frustration chez l'enfant ? Alors bon, il faudrait déjà être sûr de ce qu'on entend par frustration. Les caps à passer ? Voilà, ouais, ce que j'entendais par là, effectivement, ce serait plutôt les caps de la vie. En fait, la vie est constituée de plusieurs cycles. Et que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, effectivement, il y a certains caps qui sont plus difficiles à passer que d'autres. Est-ce que ces caps constituent une anxiété, un chamboulement dans la vie? C'est à s'interroger en tant que parent et à identifier chez son enfant si ce cap est compliqué à passer. Effectivement, donc la naissance, l'arrivée d'un frère, d'une sœur, l'entrée à l'école, c'est un gros cap, l'entrée à l'école. Le décès d'un proche. Qu'est-ce qui peut nous alerter ? Un changement de comportement, de la colère ? Bien sûr, ça peut être plein de signes différents, ça dépend de son enfant. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère. La fameuse colère qui peut cacher de la tristesse d'ailleurs, il y a cette colère-là aussi. Ça peut être un refus d'aller à l'école, ça peut être plein de choses. Mais je pense qu'en tant que parent, il faut reprendre confiance et se dire qu'on est le principal expert aussi de son enfant. Et qu'on est vraiment à même d'identifier ces changements-là, ces changements dans les manifestations de comportement émotionnel. Et justement, on a eu affaire à beaucoup de parents qui s'interrogeaient, notamment sur les enfants en colère, mais sans raison évidente, pas de décès, pas de violence. Pourquoi un enfant est en colère, a priori sans raison ? Alors peut-être que le a priori sans raison est justement la question. Voilà, pour l'adulte. Voilà, exactement. Parce que pour le coup, je pense vraiment que la colère a toujours un objet. Contrairement à éventuellement d'autres émotions plus floues comme l'angoisse, qu'on a du mal à nommer, les facteurs d'angoisse par exemple, ça nous arrive tous en tant qu'adultes aussi. La colère a vraiment un objet, il me semble. En tant que parent, pourquoi on n'arrive pas à identifier la cause de cette colère ? Ça, c'est une première question à se poser. Mais il me semble qu'il y a toujours une raison à la colère. Donc c'est aussi au rôle, ça revient quand même aux parents de s'interroger et éventuellement, si c'est possible, si c'est dans le style de la famille, de discuter avec l'enfant les raisons de cette colère. Et justement, comment on l'aide à lâcher prise ? Comment on peut discuter avec lui pour comprendre d'où vient cette colère et l'aider à s'en débarrasser, à se libérer ? Ouais, c'est pas tout à fait pareil justement parce que je pense que la colère, quand elle est là, quand elle survient, il faut la laisser s'exprimer. Alors même si c'est impressionnant. Jusqu'où ? Ouais, le problème, c'est ça, c'est les limites de la société. C'est les limites de la société. L'enfant, c'est un être social, initialement, mais qui apprend les règles de la société que nous, on peut lui enseigner en tant qu'adulte. Malgré tout, la colère, c'est une émotion qu'il faut laisser exprimer quand elle survient, il me semble. Et en deuxième temps, revenir dessus avec plein de styles différents. C'est-à-dire soit discuter, soit utiliser le jeu, soit utiliser les dessins, pour revenir avec l'enfant sur ce qui s'est passé. Parce que la colère, c'est une émotion très forte, très intense et qui est un petit peu, dans notre société, qui a besoin d'être contenue. On demande à être contenue. Mais comment on fait si on a un petit garçon, une petite fille introvertie, très timide, qui a du mal à s'exprimer ? Par plusieurs biais. Je pense que le jeu, c'est le biais peut-être le plus facile pour accéder à ses ressentis intérieurs. Et surtout, peut-être, il y a quelque chose, c'est que la temporalité n'est pas la même pour l'adulte et l'enfant. C'est-à-dire si vous sentez en tant que parent que votre enfant n'est pas ouvert au moment de la discussion que vous aviez... c'est que c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas le bon moment. Il faut trouver le bon moment. Et il y a toujours des bons moments. D'accord. Et une question qui est beaucoup revenue aussi par rapport aux excès de colère, mais soudains. C'est-à-dire que c'est pas une colère qui dure, c'est pas un état de colère qui dure, mais c'est plutôt une crise de colère.
Comment on gère ça? Qu'on peut voir vers les 2 ans. Eh. Il y a plusieurs choses. Bon, même si j'aime pas trop les modes d'emploi, je dirais qu'il y a, en tout cas pour la colère, il y a quand même 2 possibilités. Et ça dépendra aussi beaucoup de comment se sent le parent avec ça. C'est aussi aux parents de trouver un peu les clés. Mais soit on laisse exploser la colère, et donc du coup, effectivement, c'est peut-être mieux de demander à l'enfant d'aller l'exprimer dans un endroit qui est fait pour. Soit on aide l'enfant en le contenant. En le contenant, en le prenant dans nos bras. Presque, oui, physiquement, ouais, tout à fait. Ça, les câlins, c'est démontré, redémontré, instinctivement, je pense qu'on le savait tous. C'est la thérapie idéale aussi pour l'émotion qui cause de la souffrance. Donc pour le calmer, je le prends dans mes bras, je le serre fort, je le rassure. Ouais. Et il redescend, il se calme. Normalement. Ça marche peut-être pas à tous les coups, mais c'est pas grave. On dit souvent qu'ils nous testent. Justement, on dit souvent qu'ils nous testent avec ces crises de colère. C'est vrai, ils nous testent ou tout simplement, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, ils ont un trop-plein et ça explose. Il y a peut-être un petit peu des deux, ouais. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est quand on dit ils nous testent, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être un soupçon, un petit peu de manipulation chez les enfants. En fait, c'est très sain de tester, il me semble, la limite. C'est une façon de faire connaissance avec ses parents. Exactement, et de voir où sont les limites, en fait. Tester pour savoir, quoi. Donc, il y a peut-être un peu de ça, et il y a peut-être aussi une décharge. Ça a fonction de décharge aussi. La crise de colère, ça décharge aussi tout le stress accumulé. Donc, il y a probablement un peu des deux. Quand il explose, il se déleste d'un poids, finalement. Exactement. Et dans le même registre, on a les enfants tyrans, les enfants rois, les enfants tyrans, qui multiplient les caprices, qui sont très durs, qui veulent par exemple toujours dormir avec leurs parents, les enfants rois. C'est compliqué comme catégorisation, je trouve. Est-ce que les parents sont responsables? Est-ce que c'est la personnalité de l'enfant qui est comme ça? C'est un tout. C'est un tout, c'est l'environnement? Oui, c'est ça, c'est jamais juste de la responsabilité des parents, de la responsabilité de l'enfant. Il y a aussi un tout, il y a un contexte. Est-ce que l'enfant se conduit de la même manière à l'école, par exemple? Est-ce que l'enfant se conduit de la même manière dans d'autres contextes? Ça vaudrait le coup d'aller voir. Si ça se situe que dans le milieu intrafamilial, en famille, ça vaut le coup de s'interroger. Là encore, il faut communiquer. Est-ce que c'est dans ma relation avec lui que mon enfant prend tellement de place et pourquoi il a besoin de prendre cette place? Et à partir de quel âge on peut discuter avec l'enfant, essayer de comprendre ce qu'il ressent, et essayer de lui expliquer ce qu'il ressent aussi? Je pense très tôt, beaucoup plus tôt que ce qu'on imagine. 3 ans? En fait. Ouais, bien sûr. Ça, par différents biais, il y a le jeu, il y a le dessin. Pourquoi tu as dessiné ça? Pourquoi? Mais en fait, assez tôt. Après, il y a des enfants qui ne sont pas du tout là-dedans, qui sont pas. Et puis, parce que aussi, par exemple, leurs parents ne sont pas du tout habitués à verbaliser ce qui se passe en eux. Donc, il y a des genres différents, mais c'est assez tôt, en fait, si c'est possible. Est-ce qu'il faudrait, finalement, pour connaître son enfant, se questionner sur notre façon d'être nous-mêmes? Je pense, bien sûr. Alors, il est comme ça, pourquoi il est comme ça? Est-ce que moi, je suis comme ça? Est-ce que mon conjoint est comme ça? Est-ce que les grands-parents sont comme ça aussi, peut-être? Bien sûr. Chaque famille, il me semble, a une culture, en fait, émotionnelle, un style d'être au monde, un style d'expression de l'émotion. Alors après, les membres de la famille vont développer un style encore propre aussi, mais il y a quand même ce niveau-là familial. Ça vaut le coup de s'interroger. C'est finalement le style émotionnel du couple qui se transmet à l'enfant. Tout à fait, mais le couple, il est aussi porteur, il hérite aussi du style de famille. Donc, en fait, c'est un héritage aussi, l'expression émotionnelle, filiale, de transmission. C'est une communication, donc oui. Aider son enfant à comprendre ses émotions, c'est aussi se remettre en question, finalement. Bien sûr. Tout à fait. Sans se culpabiliser. C'est important de préciser ça. C'est ça qui est très compliqué. Sans se culpabiliser. On ne peut pas faire les choses parfaitement. Exactement. Nous-mêmes, on a des défauts, des qualités. Parce que c'est exactement dans les difficultés que le parent peut avoir aussi, que va aussi se nicher des choses très intéressantes dans la relation parent-enfant. Le parent n'est pas un professionnel de la santé. Et le professionnel de la santé n'est pas un parent, n'est pas le parent de l'enfant qui reçoit. C'est vraiment important de le rappeler. Et le parent peut évoluer au contact de son enfant grâce à son enfant. Bien sûr. Ensemble. Ouais.
Alors, vous disiez qu'on peut communiquer avec lui à partir de 3 ans. Est-ce que faire du théâtre avec lui, pratiquer une activité extrascolaire avec lui, ça peut aider? Bien sûr, bah oui, tous les moments privilégiés. Si votre enfant traverse une période difficile, vous l'avez senti, un cap justement qui est compliqué à passer pour lui, je pense que se recentrer et trouver des moments privilégiés avec lui, quel qu'il soit, c'est l'idéal. Instaurer une complicité. Bien sûr, bien sûr. Et il y a une question qui est beaucoup revenue, pardon. Est-ce qu'il faut parler à l'enfant quand il y a un malaise entre les parents? Voilà, j'ai des difficultés de couple, ça ne se passe pas très bien. Est-ce que je dois en parler avec mon enfant qui a 4, 5, 6, 7 ans? Alors, il me semble vraiment que dans la plupart des cas d'expérience, les enfants perçoivent. C'est pour ça. Les enfants perçoivent, voilà. Plutôt que de les laisser s'angoisser. Exactement. Alors, la question, c'est à quel mot? Et c'est là que c'est compliqué, c'est qu'en tant qu'adulte, en plus, aux prises avec une difficulté conjugale, c'est compliqué de trouver les mots justes. Je pense qu'il faut toujours adapter son langage à celui de l'enfant, pas lui parler comme à un adulte, si tant est que c'est possible. Mais oui, je pense que c'est important de pouvoir poser quelques mots, sans le faire rentrer dans l'intimité du couple. Et sans lui faire peur. Et sans lui faire peur, ouais. Et comment on parle de la mort à un enfant? Ça, il y a beaucoup de mamans qui se sont questionnées. Comment parle-t-on de la mort à un enfant? Qui vous pose des questions dessus? Ouais. Pareil, avec des mots très simples. Parfois, on a des mamans qui nous ont expliqué mon enfant n'a jamais été confronté à la mort. On n'a jamais eu de décès dans la famille, mais il se pose des questions, il s'interroge. Bon, alors, le premier temps, je dirais toujours, c'est est-ce qu'on est prêt en tant qu'adulte aussi à parler de la mort? Parce qu'en réalité, il me semble que finalement, les questionnements sur la mort des enfants sont assez... moi, ce que je me demande toujours, c'est est-ce que ce n'est pas les adultes qui sont gênés de parler de la mort, voyez? Est-ce que ce n'est pas les parents qui sont gênés de parler de la mort? C'est possible, les parents sont plus en mesure de comprendre l'impact que ça peut avoir dans notre vie. Exactement, voilà, c'est ça. Comparativement aux enfants qui, justement, s'interrogent, qui ne savent pas... Donc, je pense que c'est pareil. Est-ce que c'est le temps pour en parler? Est-ce que je suis suffisamment désangoissée avec cette question-là pour pouvoir en parler avec mon enfant qui pose des questions très simples et très justes en général? Et puis quand je suis prête moi aussi, effectivement, j'en parle de manière très simple en répondant à ces questions et juste à ces questions. Et pour faciliter justement ce dialogue avec l'enfant, pour instaurer cette complicité qui peut faciliter la relation, est-ce que lui demander chaque jour, par exemple, on a un papa qui nous expliquait qu'il faisait ça, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Raconte-moi quelque chose de ta journée. Est-ce que ça, l'encourager à parler, l'encourager à s'exprimer, ça peut faciliter Alors ça dépend, parce qu'il y a plein d'enfants qu'on entend dire « j'en ai marre, quand je rentre de l'école, c'est l'interrogatoire ». Il y a plein d'enfants qui sont là-dedans. Parce qu'on les force à s'exprimer? À exprimer leurs émotions, peu, oui. ce qu'ils ont vécu? Ouais, c'est ça. Et puis peut-être il y en a certains qui rentrent de l'école en disant mon intime, ma sphère, un peu mon jardin, c'est l'école. Et puis quand je rentre à la maison, j'ai d'autres choses. Bon, il y a des enfants qui sont là-dedans. Il y en a d'autres qui sont ravis de parler de l'école. Par contre, je pense qu'effectivement, parler des émotions, c'est autre chose, c'est un autre temps. C'est très important et c'est pareil, quand on pique une crise de colère sur quelque chose en tant que parent, en tant qu'adulte, c'est important en fait, en deuxième temps, de pouvoir expliquer à l'enfant pourquoi on a été traversé par une telle émotion et une telle intensité. En lui expliquant nos émotions, Exactement. Il va comprendre comment fonctionnent les siennes? Exactement. Voilà. Et alors, on a eu pas mal de questions aussi sur la jalousie, la jalousie dans la fratrie. Comment on aide son enfant à trouver sa place dans la famille? Souvent après la naissance d'un petit frère, d'une petite sœur. Bon, il y a quand même une jalousie, une rivalité tout à fait saine, en fait. Il ne faut pas s'inquiéter? Jusqu'à une certaine mesure, évidemment. Mais pareil, je pense que c'est le parent qui sait. C'est le parent qui sent jusqu'à où la limite va être franchie, jusqu'à où c'est normal la rivalité qui s'exerce entre leurs enfants. Donc il y a une jalousie tout à fait normale. Après, si ça dépasse certaines limites, effectivement, là, il faut commencer à s'inquiéter. Est-ce qu'il y a des activités, des stratégies? Je sais que vous n'aimez pas les modes d'emploi, mais est-ce qu'on a des techniques pour l'aider à retrouver sa place au-delà de le rassurer et de communiquer? Parce que bon, voilà, l'enfant peut écouter et puis rester vachement angoissé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de peut-être plus concret?
Je pense dans la mesure du possible, essayer d'avoir des moments privilégiés avec chaque enfant, ça peut être pas mal. Et aussi il sent qu'il est encore important. Exactement. Ouais. Et peut-être aussi le déculpabiliser, parce que je pense que la jalousie, le sentiment de jalousie envers un frère ou une sœur est souvent lié aussi à la culpabilité. Mais pourquoi j'arrive pas? Pourquoi des fois je me sens agressif envers mon frère? Rappeler à son enfant que c'est normal, que c'est pas très grave, que voilà. C'est intéressant parce que vous parlez beaucoup du rôle des parents. Pourtant, ils sont... Enfin, moi, de tout ce que j'ai pu lire, de tout ce qu'on nous envoie, beaucoup dans la culpabilité, beaucoup ne savent plus comment faire, ne savent pas comment leur parler. Il y a peut-être un manque de confiance en eux. Complètement, ouais. Moi, les familles que je reçois, les parents que je reçois, une partie du travail, il me semble, de mon rôle, c'est en fait de leur redonner cette confiance. Parce que sinon, je me substitue à leur rôle en tant que thérapeute et c'est pas du tout bien. Et c'est vous qui instaurez cette relation de complicité avec l'enfant et pas eux. Exactement, exactement. Alors que mon but à moi, c'est tout simplement de laisser la famille que j'ai reçue autonome et qui arrive à trouver les clés pour aller mieux entre eux, sans avoir à faire appel à une aide extérieure. Et alors, typiquement, pour nous donner un exemple, comment vous fonctionnez? Vous recevez l'enfant seul? C'est très variable. Si je reçois l'enfant seul, je vais quand même recevoir très régulièrement les parents aussi, avec l'enfant, pour pouvoir travailler le lien parent-enfant. Mais vous pouvez le recevoir seul? Exactement. Et puis sinon, je reçois aussi des familles. Voilà. Et alors, vous redonnez confiance aux parents pour qu'ils se réinvestissent dans cette relation? J'espère que j'y arrive, mais c'est aussi à eux de se déculpabiliser, de se décomplexer. Il y a aussi beaucoup de ça. Il y a de sentiments d'impuissance qui ne fait que s'accumuler. Alors, on reçoit un témoignage. Je suis divorcée de mon mari et mon enfant de 4 ans pique des colères à chaque fois qu'il doit partir de chez moi pour aller chez son père. C'est la même chose quand il quitte le papa. Comment on explique ça? C'est le cap. Ouais. Bien sûr, c'est dur, la séparation des parents. La séparation avec l'un, avec l'autre. Sûr. Et puis probablement, dans ce genre de situation, il peut y avoir un sentiment de déloyauté à chaque fois chez l'enfant. De perte de repères aussi, peut-être? Et de perte de repères, tout à fait. C'est le changement d'espace, changement de temporalité, changement de parents. Parce que typiquement, chez les parents divorcés, on s'habitue, on est chez le papa, on a sa chambre, on a un environnement, on le quitte, on retourne chez la maman qui a un autre environnement, une autre chambre, des autres jouets. On a du mal à trouver son équilibre. Bien sûr, c'est le manque de repères. Il faut attendre un petit peu, il faut que les choses se mettent en place. Je ne sais pas depuis combien de temps cette personne est séparée. Mais il faut attendre un petit peu et voir si le cap ça se régule tranquillement. Si ça dure, il faut un petit peu s'inquiéter et essayer d'en parler avec lui, ça c'est sûr. Les deux parents ensemble? Ça dépend comment ils s'entendent. Hein. Ouais. Faut pas se forcer. Mais c'est quand même mieux, faut pas se forcer. Oh non, il faut le faire comme on se sent confortable, hein. Faut pas se forcer. Parce qu'on transmet notre énergie, notre état d'esprit, notre humeur, on la transmet à l'enfant, il ressent tout. On peut pas le tromper. Les enfants, c'est des éponges. Voilà, alors ils ressentent les choses. Par contre, est-ce qu'ils arrivent à identifier ce que c'est autre chose. Ouais. Mais c'est sûr qu'ils ressentent les troubles chez les parents. D'accord. Alors, on a une autre question. Mon fils aîné de 13 ans passe son temps à traiter son petit frère de bébé, autiste ou même triso. Et parfois le frappe violemment. Comment gérer cette situation? 13 et 10 ans. Quand il y a une jalousie à 13 et 10 ans. Alors là, on n'est plus dans les enfants de moins de 7 ans, mais bon. Ça inquiète beaucoup la mère? Visiblement, oui. C'est-à-dire que... Est-ce que ça peut résulter d'une différence de traitement entre les deux enfants? Alors, ça peut, tout est possible. Oui, tout est possible. Alors là, on s'embarque dans un... Enfin, j'imagine que non. J'imagine que ce n'est pas l'hypothèse de cette mère. Non, je pense pas. Je pense que c'est aussi le lot de la jalousie de l'aîné vis-à-vis du second. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a des traits de caractère, des traits de personnalité qui parfois... Ouais, des traits de personnalité. Et puis aussi peut-être un cap, parce que 13 ans, c'est le collège, il commence à bien rentrer dans l'adolescence. Donc il y a une façon d'être, aussi une façon d'exprimer qui est différente, qui peut passer par plus d'agressivité aussi. Donc à voir jusqu'à où cette mère est inquiète. Est-ce que vraiment elle trouve que c'est gênant dans la relation de fratrie? Est-ce que ça l'impacte aussi elle? Est-ce que ça la fait souffrir? Alors on parle beaucoup de communication avec son enfant. Est-ce que l'enfant peut nous mentir? À partir de quel âge il peut mentir? Est-ce qu'il peut cacher ses émotions par pudeur? Par gêne?
Bien sûr. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je pense qu'aux alentours de la maternelle, il y a cette capacité qui est très liée aux capacités d'empathie, en fait. Ouais. L'empathie qui se développe, c'est savoir comprendre ce qui se passe chez l'autre. Du coup, c'est aussi pouvoir simuler ce qui se passe chez moi, hein, en miroir. Donc du coup, effectivement, l'enfant peut apprendre à dissimuler ses émotions, évidemment. Après, à quelle fin, ça c'est une autre question. Et en fait, ça varie complètement en fonction des situations. Ouais, selon la personnalité, Exactement, l'environnement, et le selon, modèle voilà. On familial. peut dissimuler parce que on se dit, l'enfant se dit, c'est pas le moment de montrer ma tristesse parce que maman est déjà trop inquiète pour moi. Ouais, il y a un vrai travail de réflexion. Complètement. Ça dépend complètement du contexte et de la situation. Finalement, pour résumer, il ne faut pas s'inquiéter, il faut déculpabiliser et communiquer. C'est ça Voilà, que vous me ouais. dites. S'investir dans la relation, dans la complicité, instaurer une relation de confiance. Tout à fait. Et de ce que je comprends, parfois pas en le prenant face à face, mais en jouant, en dessinant. Par d'autres biais. Voilà, qu'ils ne à sentent fait. pas qu'il y a quelque chose de sérieux qui arrive, une Complètement. grosse vague. C'est pas une injonction Ouais. d'exprimer. Oui, voilà. Il faut pas que ce soit une injonction, mais mettez-vous à la place des enfants. Si quelqu'un vous demande explique-moi ton émotion, qu'est-ce que tu ressens, vous le prendriez très mal. Ouais. Donc non, bien sûr. Avec douceur et subtilité. Et voilà, tout à fait. Comme vous aimeriez qu'on le fasse pour vous. Merci, Dr Stern. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Vous pourrez la retrouver en replay sur notre site Pourquoi Docteur. À très bientôt.